Pardon. On va commencer pour pas avoir trop de retard. Et bien, merci à toutes et tous de nous rejoindre pour ce neuvième webinaire du cycle qu'on a lancé avec France Urbaine et Toulouse Métropole, basé sur les enseignements d'un projet européen qui s'appelle le Life Ways to Build. Ce webinaire est un peu particulier parce qu'il s'inscrit dans la Green Week, donc organisée au niveau de l'Union européenne, et d'autant plus que cette année, la Green Week avait vraiment un fort axe dédié à l'économie circulaire. Donc, on est très heureux de pouvoir s'inscrire dedans. Et donc, ce webinaire sera dédié à la mise un peu en valeur d'autres dynamiques territoriales. C'est vrai qu'on a pu beaucoup parler de notre projet Life Was to Build de ces 2 dernières années durant pas mal de webinaires. Donc, on voulait aussi donner la parole à d'autres initiatives et peut-être inspirer certains dans la mise en place d'activités et de projets pour accélérer la construction circulaire et surtout le réemploi des matériaux de construction. On va avoir du coup plusieurs présentations. On va avoir Jérémy Bernard, maintenant que je présente plus de Toulouse Métropole, qui nous fera un petit point quand même sur justement les axes du LIFE de coopération et de réplicabilité avec d'autres collectivités. On aura aussi Julie qui va nous faire un point sur le réseau bâtiment durable et une étude nationale qui viennent de sortir tout juste d'ailleurs. Et ensuite, on aura deux présentations, donc une présentation sur des initiatives plutôt en Nouvelle-Aquitaine et on ira voir du côté de la Bretagne aussi quelles sont les actions qui sont menées sur ce type de projet. Jérémy, je te laisse poursuivre. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben, merci Ilona. Donc juste, on va faire rapidement juste un petit rappel sur le projet Life Ways to Build. Donc c'est un projet qui a commencé en 2021 et va durer jusqu'à mars 2026. L'objectif de ce projet est de développer l'économie circulaire dans le BTP via la commande publique et privée. Donc l'idée c'était vraiment de trouver de donner un élan à ces filières-là localement en faisant 58 chantiers exemplaires accompagnés en même temps. L'idée, c'était de tester des méthodes, des outils, des formations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions qui ont été menées, mais c'était bien cette idée-là d'avoir un test d'une impulsion donnée localement et voir si ça permettait justement le développement des filières, etc. Donc, un budget de 2,7 millions cofinancé donc par le programme LIFE de l'Europe à 55%, et donc avec des partenaires que sont Cinétique, l'INEC, TBS, Éducation, qui est l'école de commerce locale, le CSTB, Envirobat Occitanie et la FEDE du BTP local. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, parmi toutes ces actions, l'idée, il y avait toutes les actions qui ont été développées dans le cadre de ce projet ont été menées localement pour créer cette dynamique locale, mais il y avait un fort volet également de dissémination. Donc, dissémination à trois échelles. Une dissémination locale, c'est-à-dire que l'idée, c'était de ne pas rester dans le périmètre de Toulouse Métropole. Et donc, comme vous pouvez le voir un peu sur la carte, il y a des chantiers qui ont été accompagnés en dehors du territoire. Donc, c'était déjà la première idée, c'était d'avoir une dimension occitane pour ce projet, parce qu'on sait que les entreprises ne s'arrêtent pas aux frontières du territoire et puis qu'il y a un intérêt à créer une dynamique à une autre échelle. Donc, il y a des chantiers exemplaires accompagnés. Les maîtres d'ouvrage ont signé une charte. Donc, dans les maîtres d'ouvrage, d'autres collectivités qui ont signé la charte d'Occitanie. Donc, il y a la région Occitanie, la communauté d'Albi et quelques communes de la métropole, mais aussi en dehors de la métropole. Donc ça, c'était vraiment pour la dissémination régionale. Et après, il y a eu, faut savoir déjà que le projet est né d'échanges techniques et je voudrais les remercier. C'est né d'échanges techniques avec d'autres collectivités qui avaient déjà bien avancé sur le sujet, notamment Plaine Commune, qui avait beaucoup travaillé sur sa charte et l'accompagnement des maîtres d'ouvrage sur son territoire. Et on a eu aussi des échanges avec la FAB, avec la ville de Paris, etc. C'est de ces échanges-là aussi qu'on a localement pu développer un projet, donc merci à eux. Et dans cette même idée, du coup, dans le projet est née l'idée d'avoir des accords de réplicabilité. Ce qu'on appelle un accord de réplicabilité, c'est On m'a fait sur le portable. Je dis que vous avez quelque chose à me demander, je le savais, je ne pas sur le portable. Du coup,
l'accord de réplicabilité, l'idée de l'accord de réplicabilité, c'est d'avoir un accord signé entre deux collectivités qui se mettent d'accord sur euh, l'organisation d'échanges techniques pour faire du partage d'expériences. L'idée, c'est de pouvoir faciliter la diffusion d'outils ou des questionnements entre collectivités. Donc, on a déjà signé un accord de réplicabilité avec l'Eurométropole de Strasbourg, la ville de Marseille, la ville de Bologne en Italie et Montpellier Métropole tout récemment. Et d'autres accords de réplicabilité sont en cours de réflexion. Voilà. Euh, Ces échanges, on a aussi, dans le cadre d'actions de dissémination, fait pas mal d'interventions au niveau national, fait des rencontres avec d'autres collectivités. Et souvent, on s'est aperçu qu'avec les autres collectivités ailleurs en France, qu'on avait les mêmes questionnements, qu'on faisait face aux mêmes enjeux et aux mêmes, certaines mêmes idées d'action. Et du coup, là, récemment est née l'idée d'avoir une communauté de collectivités engagées. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. Donc si jamais certaines collectivités parmi vous sont intéressées, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Donc oui, on reste à votre disponibilité, que ce soit pour les accords de réplicabilité ou pour justement se regrouper niveau collectivité pour continuer à travailler sur ces enjeux-là. N'hésitez pas à nous contacter par mail, on vous répondra avec plaisir. Je laisse maintenant la parole, comme je vous l'ai dit, à Julie Verrecchia, donc d'Envirobat Occitanie, qui va nous faire quelques points sur le réseau bâtiment durable et l'étude qui vient juste de sortir avec Envirobat. Merci beaucoup, Ilona. Bonjour à tous et à toutes. Donc, oui, Julie Verrecchia, je suis chef de projet économie circulaire et réemploi des matériaux de construction chez Envirobat Occitanie. Donc, Envirobat Occitanie, c'est une association professionnelle dédiée aux acteurs de la construction et de l'aménagement, avec pour objectif de contribuer à réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des quartiers. Donc on est à la fois un centre de ressources, on met à disposition tout un tas d'informations sur les sujets qu'on porte. On est aussi un réseau de professionnels, on regroupe les maîtrises d'ouvrage, les AMO, les bureaux d'études, artisans, entreprises, etc., pour vraiment échanger sur les sujets d'innovation, de transition environnementale et du coup pouvoir passer à l'action ensemble grâce à la coopération. Donc on informe, on sensibilise, on observe, on valorise, on accompagne, on évalue grâce à des démarches, Bâtiment durable Occitanie, Quartier durable Occitanie, et on propose aussi des formations. Dans le cadre du réemploi, donc effectivement c'est la slide d'après, on est engagé sur ce sujet-là depuis 4 ans maintenant, grâce notamment aux différents projets sur lesquels on a travaillé. Donc bien sûr le projet Life Waste to Build dont on est partenaire et que Jérémy vient de présenter. Et on a porté aussi le projet Roxy, soutenu par l'ADEME et la région Occitanie, qui visait à accompagner la structuration de filières en Occitanie, donc qui vient compléter nos actions du projet Life. Sur tout le territoire occitan. Et enfin, le projet circulaire qu'on coordonne, qui est un projet partenarial aussi, soutenu par le programme Acacia de l'ADEME et qui vise à mesurer la qualité de l'air intérieur quand on réemploie des matériaux de bois. Et donc, tous ces projets nous permettent d'avoir une bonne vision de ce qu'est le réemploi au niveau Occitanie, et on pérennise nos actions au travers d'un projet coporté avec Cinétique, qui est une association plutôt sur les achats durables et qui a coordonné la partie technique du suivi des chantiers Life Waste to Build. Et donc, l'idée, c'est ensemble de pérenniser nos actions, de les amplifier sur le territoire et de structurer la filière. Voilà, donc ça, c'était juste pour montrer un peu l'état de tout ce qu'on a fait grâce à ces projets. Donc, de nombreux événements, des retours d'expérience, la cartographie d'acteurs du territoire, donc, et toutes les ressources qu'on a réussi à mettre en avant, et 150 personnes formées aussi sur le territoire, et même bien d'autres, puisque ça, c'était l'état à fin d'année dernière. Et donc, on fait partie d'un réseau plus vaste qui est national, qui s'appelle le réseau Bâtiment durable, qui est co-animé par l'ADEME et le plan Bâtiment durable. Donc vous voyez, on n'a pas tous le même nom, mais il existe une structure comme la nôtre, voire plusieurs, dans chaque région.
et vers laquelle vous pouvez vous tourner pour parler des sujets de réemploi, rénovation et autres. Donc ce réseau nous permet d'échanger sur différents sujets. Et moi, dès mon arrivée chez Envirobat Occitanie, il y a 4 ans maintenant, l'idée, c'était aussi de voir ce qui se passait dans les autres régions et ce qu'on pouvait peut-être dupliquer dans notre région. Et donc, assez rapidement, on a créé un groupe de travail économie circulaire, donc c'est la slide juste après, qui nous permet, entre homologues, d'échanger sur l'état d'avancement du réemploi et même de l'économie circulaire dans nos régions, quelles sont les pratiques adoptées par les professionnels, quelles sont les réussites, les difficultés, comment on va pouvoir aller piocher à droite à gauche des bonnes idées, et puis surtout comment on va prendre en main des sujets de manière collective pour éviter de chacun refaire la même chose dans, dans nos régions, et donc de pouvoir porter des actions plus globales. Donc c'est dans ce cadre que, en Occitanie, nous, après avoir échangé avec Toulouse Métropole, on s'est dit quand même que ce serait très intéressant d'avoir un peu une idée de comment fonctionnent aujourd'hui les plateformes physiques de réemploi des matériaux de construction, et surtout quelle est la place des collectivités dans ces modèles-là. Donc l'idée, c'était d'avoir une vision nationale sur le sujet, et donc de s'appuyer aussi sur le réseau bâtiment durable pour nous aider à collecter des données. Tu peux passer la slide. Donc l'étude, elle vient d'une demande forte des collectivités. En première ligne, Toulouse Métropole, qui n'a pas de plateforme actuellement, enfin ça arrive, mais qui n'avait pas de plateforme pour structurer le réemploi localement. Donc l'idée, c'était de comprendre un peu comment ça fonctionne concrètement, comment on va pouvoir sécuriser les projets au travers de ces plateformes, et comment on va répondre aussi aux difficultés d'émergence de ces plateformes pour leur donner accès au foncier, pour avoir un modèle économique qui fonctionne, et puis pour créer une coopération structurée avec le territoire. Donc donner des repères, valoriser les expériences existantes. C'était vraiment ça l'enjeu. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est donner une définition de ce qu'est une plateforme physique de réemploi, puisque en collectant des données sur Opalis, sur matériaux réemploi et au travers de différentes études régionales, on a réussi à déterminer qu'il y avait 287 revendeurs de matériaux de réemploi en France. Et parmi ces revendeurs, on a des vendeurs de matériaux anciens. Donc, c'est un peu on peut aussi les appeler des brocanteurs. Donc, c'est quand même des matériaux patrimoniaux qui ont une forte valeur esthétique et historique, et donc avec une stratégie de revente à prix élevé qui fait qu'ils ont un modèle qui fonctionne. On les range maintenant dans la case réemploi, mais finalement, c'est parce que le réemploi monte en compétences, mais en connaissances, en pratique, mais ils existent depuis très très longtemps. Ensuite, on a les régies des collectivités. Donc, c'est des collectivités qui ont un mode de gestion direct et qui vont, dans le cadre de leurs services publics, mobiliser leurs propres moyens humains, matériels et financiers pour récupérer des matériaux et donc effectuer la fourniture. Donc, ça existe souvent pour les travaux publics, un petit peu moins dans le bâtiment. Ensuite, on va avoir ce qu'on a appelé des reconditionneurs, c'est-à-dire des structures qui sont spécialisées dans le reconditionnement d'un matériau, un peu comme on achète un téléphone ou un portable, un PC portable reconditionné. On va avoir des radiateurs fontes, des menuiseries, des planchers techniques qui vont être reconditionnés et donc qui vont ressortir de ces structures comme neufs, et donc avec les garanties qui vont bien. Et puis, on a les plateformes physiques de réemploi. Donc, c'est là où il a fallu déterminer ce que c'était. Donc, c'est des plateformes, nous, la définition qu'on donne, ce sont des plateformes logistiques qui mettent à disposition des projets de construction des matériaux de réemploi et potentiellement du foncier pour les projets de déconstruction. Et après, on va voir un peu le détail de tout ce qu'elles proposent, et on les appelle aussi matériothèques.
Donc, on a référencé, grâce aux différentes cartographies et études dont j'ai parlé juste avant, 142 plateformes physiques de réemploi en France. Donc, on est resté sur la France métropolitaine, hein, pour cette caractérisation-là. On a co-créé avec Toulouse Métropole un questionnaire qui nous a permis de définir les sujets qu'on souhaitait voir apparaître dans cette étude, et on l'a diffusé très largement au travers de notre newsletter en Occitanie et au travers des newsletters de nos partenaires du réseau Bâtiments Durables. On a eu très très peu de retours. Les plateformes, en fait, elles sont toutes petites, peu structurées, elles sont très très sollicitées, et on s'est rendu compte que c'était difficile de récolter de la donnée, et quand on la récolte, elle n'est pas tout le temps complète. Donc on a effectué quand même un travail sur 31 plateformes, donc ça représente 22% des 142 plateformes. Donc ça, c'était important dans la méthodologie de le dire, parce que derrière, voilà, à prendre peut-être avec des pincettes les résultats qu'on a canalisés sur cette étude. Donc on a eu 11 entretiens qualitatifs quand même parmi ça, et puis après, c'est vraiment de la revue documentaire nationale, européenne, qui nous a permis de structurer les réponses. On peut passer à la slide suivante. Donc ce qu'on a fait, c'est de mettre déjà en évidence les activités proposées par ces plateformes. Donc bien sûr, il y a la revente de matériaux, toutes font cette activité, 100% des plateformes interrogées revendent des matériaux, et souvent à coût compétitif par rapport au neuf. Et ça, c'est un des premiers freins qu'on a vu dans le modèle économique, c'est que derrière, il faut faire tout un tas d'activités, donc c'est la boucle qu'on voit là, de diagnostic, de dépôt soigné, de collecte, de nettoyage et reconditionnement, de caractérisation, potentiellement de traçabilité, et proposer un showroom pour rendre visibles ces matériaux. Donc en fait, toutes ces activités pour arriver à la revente, c'est du travail humain derrière. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, la seconde main, c'est moins cher que le neuf. Donc, comment on fait pour équilibrer le modèle? Comment on fait? Les plateformes aujourd'hui, vous voyez des pourcentages, en fait, c'est le pourcentage des plateformes étudiées, les 31, qui font d'autres activités que celles de la revente. Donc, toutes, elles se positionnent à minima sur une autre activité. Et au-delà de la boucle qui permet le réemploi, il y a aussi d'autres activités secondaires, comme le stockage pour tiers, du service études et accompagnement, notamment beaucoup de sourcing, le fait d'aller chercher des gisements, le service de tri à la source, la sensibilisation, la formation, l'animation, et même bien d'autres. L'autre enjeu pour ces plateformes, c'est qu'elles veulent être multidisciplinaires, et donc proposer toute typologie de matériaux de construction. Et les matériaux de construction, c'est très très hétérogène, il y en a pléthore, et on voit là qu'elles se positionnent quand même sur tout un tas de matériaux qui sont divers et variés, et pour lesquels ça va être difficile d'être expert sur tout. Donc ça complète aussi le schéma juste avant, où on voit qu'elles ne peuvent pas se positionner sur tous les aspects, et quand elles le font, monter en compétence sur le sujet quand on vend moins cher le produit final, c'est un peu complexe. Ces matériaux, elles les reçoivent pour 91% par dons directs, dont 45% sont des conventions avec des déchetteries et des collectivités, donc un déroutement des gisements. Hop, on avance un peu parce que je crois que je suis un petit peu longue. Pour la localisation et l'ancrage, la majorité s'installe en zone périurbaine ou rurale. Enfin, c'est le gros bloc violet et vert à l'écran. Et on en retrouve quand même quelques-unes en zone urbaine. L'enjeu pour elles, c'est de trouver du foncier pas trop cher pour équilibrer le modèle. Et pour autant, elles ont besoin de grandes surfaces pour pouvoir stocker tous les matériaux. Donc là, j'ai mis les surfaces moyennes qu'on a rencontrées dans cette étude, et aussi le minima et le maxima qu'on a vu.
Et elle s'installe aussi parfois avec des bâtiments modulaires pour 15%, parce que dans ces fonciers-là, parfois ce sont des prêts, voire des baux temporaires qui fait qu'elles vont devoir déménager. Donc besoin d'espace et elles récupèrent souvent des espaces temporaires. Dans l'organisation, on a vu sur ces 31 plateformes que la majorité sont des structures associatives et quelques-unes sont des entreprises. Et pour les entreprises qu'on a repérées, en fait, ce sont plutôt des démolisseurs qui se sont lancés dans le sujet du réemploi en se disant qu'ils avaient la place dans leur espace pour pouvoir stocker ces matériaux et donc ils transforment un peu leur activité. Et pour les moyens humains, on est sur une moyenne de 4,4 salariés. Et parmi ces salariés, enfin, sur l'ensemble des salariés, on a 8,5 salariés qui sont en insertion en moyenne. Donc 50% n'ont pas d'insertion, c'était le schéma juste avant. Mais voilà, une autre partie s'appuie sur l'insertion. Le modèle économique, donc on est sur un mix de ressources, c'est ce qu'on a vu, des revenus issus de la vente, bien sûr, mais aussi d'autres activités qui sont développées. Et puis on va aller chercher des subventions publiques auprès des collectivités, de l'ADEME, d'autres appels à projets, des régions, et les prestations, j'en ai parlé, spécifiques. Et le prix de revente des matériaux est généralement compris entre 30 à 80%. Donc 80%, c'est plutôt la fourchette haute. Voilà, donc ça conclut bien sur le fait que je dis depuis tout à l'heure que le seuil de viabilité économique est un peu difficile à atteindre sans soutien structurel, au moins pour le lancement de ces activités. Et en parlant de soutien, actuellement, sur les 31 plateformes étudiées, on a des partenaires financiers sur l'installation pour 81% des plateformes étudiées. Donc, elles ont soit des conventions de partenariat, des marchés publics fléchés par les régions ou les collectivités. Et puis, elles ont aussi, pour 67%, des partenaires financiers sur le fonctionnement. C'est souvent des emplois aidés. Donc, voilà pour le champ de cette étude. Pour conclure, pour nous, au début de l'activité et peut-être sur les premières années, les plateformes physiques, ça va être un développement un peu fragile en termes de foncier, en termes de modèle économique, en termes de coordination qu'il va falloir soutenir. Là-dessus, on distingue bien que les collectivités, elles jouent un rôle important et structurant pour potentiellement prêter du foncier ou mettre à dispo du foncier à moindre coût, financer potentiellement l'installation ou l'activité et aussi rendre possible cette activité au travers de la commande publique. Ce qu'on a vu aussi, c'est que ces plateformes, même si le modèle il est très hétérogène d'une plateforme à l'autre et qu'il y a pléthore de typologies de plateformes, elles sont quand même indispensables pour structurer une économie circulaire dans le bâtiment, au moins au début, pour détecter les typologies de gisements qui vont être récurrents sur des territoires et qui vont permettre peut-être à terme d'aller vers du reconditionnement spécialisé. Donc des modèles hybrides, ça je l'ai dit, qui sont quand même plus résilients, qui permettent la coopération sur le territoire. Et pour passer à l'échelle, ce qu'il va falloir travailler, c'est la coopération territoriale entre ces plateformes et potentiellement des industriels, des recycleries autour, peut-être des prêts aussi de matériel pour gérer la logistique. Et puis la montée en professionnalisation de ces plateformes qui sont encore au tout début de leur peut-être longue vie. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y reviendra après dans un temps dédié pour les questions-réponses. Mais on a un petit timing à tenir quand même pour avoir ce temps confortable pour échanger. Je laisse maintenant la parole donc à Bettina Vendon de la CRES Bretagne qui va nous présenter les projets qu'ils peuvent mener en région.
Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis ravie d'être là ce matin avec vous. Donc, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu la dynamique en Bretagne. Donc, moi, je suis chargée de mission économie circulaire et sur la filière réemploi des matériaux solidaires là, depuis 4 ans à la Crèce Bretagne. Donc, pour vous présenter en 2 mots la Crèce Bretagne, donc c'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Peut-être on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire en Bretagne. Donc il y a une Crèce dans chaque région. Pour faire très rapide, donc nous on est basé à Rennes, 20 salariés, 120 adhérents qui sont plutôt des têtes de réseau et on agit dans l'accompagnement, la promotion, l'observation de l'économie sociale et solidaire. Rapidement, l'ESS en quelques mots, peut-être si on peut passer à la diapo. Je vais essayer d'aller vite pour notamment sur les premiers temps. Donc, l'économie sociale et solidaire en quelques mots. Donc, c'est une économie avec la personne au cœur de l'économie, puisqu'il y a une utilité collective et sociale de l'organisation, un fonctionnement démocratique, puisque les dirigeants sont élus et les décisions sont prises sur le principe de une personne, une voix, et non en fonction du capital détenu. Une liberté d'engagement et de responsabilité au sein des organisations, en tout cas ouvert à tous et à toutes. Et puis un modèle un peu économique spécifique, puisque les excédents constitués sont majoritairement et prioritairement destinés au déploiement de l'activité. Dire aussi que tout ça s'est régi également par une loi ESS de juillet 2014 et qui a aussi défini les missions des CRES. Si on peut passer à la diapo suivante, merci. Donc au sein de la CRES Bretagne, c'est un peu spécifique en Bretagne que la CRES ait aussi porté des dynamiques filières. Il y en a dans d'autres CRES, mais donc on a depuis 6-7 ans pas mal porté des dynamiques autour de l'économie circulaire et depuis 4 ans autour du réemploi des matériaux. On travaille également sur d'autres thématiques et d'autres filières dans le pôle innovation filière. Donc, ça peut être sur l'alimentation, le bien vieillir, les réseaux sociaux et de petite enfance, la mer, etc. Donc, et d'autres filières sur l'économie circulaire. Peut-être là vous présenter de façon générale un peu les leviers d'action, les modalités d'action qu'on peut enclencher sur ces dynamiques et ces contributions à la structuration des filières qu'on peut actionner en fonction de la maturité, du terreau, du contexte, des financements, etc., etc. Donc, souvent, et un levier prioritaire et primordial pour nous, c'est qu'on se base aussi sur les acteurs professionnels du terrain. Donc, on peut accompagner la structuration de réseaux et même animer ces réseaux, ce qui permet aussi de favoriser le sentiment d'appartenance à l'ESS. On a une approche complémentaire, qu'elle soit une approche politique, en se disant que la transformation, elle passe aussi par le cadre d'intervention dans la durée. Donc, on contribue pas mal aux politiques publiques, que ce soit nationales, régionales ou territoriales. Et puis, on a aussi une approche, évidemment, une double approche plutôt opérationnelle, ingénierie. Donc, ça peut se manifester à travers de l'expérimentation et de la pérennisation de réponses innovantes. Un gros enjeu, un gros levier d'action pour nous, qui se retrouve dans pas mal de thématiques, c'est vraiment de favoriser, d'accompagner la coopération, qu'elle soit intra-ESS ou sur l'ensemble du contexte socio-économique. C'est très important d'encourager ces ponts et ces coopérations, miser sur la complémentarité. Donc, on peut mener aussi des études prospectives ou avoir pas mal de partenariats aussi avec des organismes de recherche. Bon, après, tout est un peu interlié, mais donc effectivement, on essaye d'actionner, comme vous tous, hein, je pense, le côté offre et demande et puis de créer des ponts entre tout ça. Notre façon d'agir aussi, elle est très claire.
c'est qu'on n'agit jamais tout seul et on s'associe beaucoup avec des partenaires pour chercher la complémentarité dans les cibles. Et puis le tout, effectivement, avec une problématique d'observation et essayer de publier aussi des ressources. Donc ça, c'est un petit peu nos leviers d'action généraux. Là, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur le réemploi des matériaux. Donc nous, on a plutôt une approche réemploi des matériaux qui est justifiée par le fait que les acteurs qui sont à la demande et à la source de ces problématiques font essentiellement du réemploi plus que du recyclage, voilà, en tout cas sur les matériaux du bâtiment. Donc là, j'ai remis un peu des grosses thématiques, des grosses modalités d'action qui sont cohérentes avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, comme je disais, ce qui justifie aussi que la CRES, elle est partie prenante de cette filière, c'était vraiment le fait qu'il y avait une demande de la part des acteurs avec l'émergence d'activités spécialisées autour du réemploi des matériaux il y a 4-5 ans. Donc, suite à cette demande, nous, un des premiers leviers qu'on a actionné, c'est évidemment de mettre en réseau les acteurs, de créer, de constituer, d'animer ce réseau-là. Aujourd'hui, ce sont 25 structures en Bretagne qui sont essentiellement, donc ça corrobore un petit peu avec les éléments que Julie a pu apporter tout à l'heure, donc qui sont essentiellement des plateformes de réemploi. Pour certains, ils n'ont pas de plateforme, mais voilà, on est sur des structures de réemploi des matériaux, d'un modèle associatif ou du domaine de l'insertion ou des sociétés commerciales d'utilité sociale, type DBE, avec une offre d'activité. Vous connaissez comme moi tout le champ de compétences qui est très, très vaste dans le réemploi des matériaux. Et donc, on a certains acteurs qui portent des activités d'ingénierie type AMO, diagnostic, études, sourcing, etc. Et qui peut être cumulé ou pas. En tout cas, d'autres acteurs qui peuvent porter des activités plus opérationnelles de dépose, de coordination, collecte, revente et conditionnement. Donc ça, c'est un petit peu la typologie des acteurs du réemploi de l'ESS en Bretagne et qui constituent le réseau. On peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous ai mis, c'est une approche très généraliste de ce qu'on peut faire. Si jamais on a besoin d'aller dans le détail, je pourrais répondre à certaines questions ou alors en complément, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais donc, en tout cas, j'ai fait un tour d'horizon un petit peu des leviers d'action qu'on a pu mettre en place depuis 4 ans. Donc chez nous, on est en économie circulaire, on est plusieurs ETP, mais sur les problématiques réemploi des matériaux, on oscille selon les projets entre 0,5 ETP et 0,7 ETP. Donc, ce n'est pas non plus des moyens colossaux, mais suffisamment pour faire des choses. Et on est soutenu par l'ADEME, la région et le FEDER depuis le démarrage. Et puis après, on va actionner d'autres financements complémentaires en fonction des enjeux et des projets qui peuvent se voir le jour. Donc, vous voyez dans l'encart violet, donc j'ai remis quelques missions, quelques actions qu'on a pu mettre en place. Donc, il y a eu notamment un travail qui était plus vrai il y a quelques années, qui était de l'accompagnement à l'émergence de cette activité. Et puis, notamment, on a aussi essayé d'impulser chez les structures de l'insertion où il y avait un besoin de diversification des supports d'insertion. Donc, on avait créé tout un parcours d'accompagnement et de sensibilisation à cette activité-là. Et dans l'idée aussi de se dire d'avoir un maillage vraiment intéressant en région Bretagne pour pouvoir activer peut-être des équipes opérationnelles, notamment de dépose, mais pas que, et qu'on puisse les activer, quelle que soit la localisation du projet. Ensuite, on a beaucoup travaillé donc, dans le cadre du réseau et avec les acteurs du réseau du réemploi des matériaux. Donc évidemment, les thématiques du réseau, c'est-à-dire qui sont plutôt de l'ordre du partage d'expérience,
l'échange de pratiques, monter en compétences. Donc, on a des dynamiques régulières avec des rendez-vous d'actualité mensuels qui permettent de maintenir le lien, d'échanger de l'actualité, des journées en présentiel, des 24 heures, des visites, des groupes de travail thématiques en fonction des enjeux qu'il peut y avoir. On a eu des temps de formation aussi parce qu'il y avait un besoin, c'est une thématique, une filière relativement jeune et il y avait aussi nécessité à accompagner cette professionnalisation et cette montée en compétences. Et puis, il y a un gros enjeu pour les structures du réemploi. C'est, donc, comme l'a dit Julie, ce sont des structures, chez nous, grosso modo, je pourrais dire, elles sont entre 5 et 15 salariés, même peut-être parfois moins, mais voilà, on est autour d'une dizaine de salariés, donc des structures relativement petites. Donc, pas forcément avec la capacité d'aller déployer ou investir dans des outils, mais plutôt de se dire on le fait de façon mutualisée. Donc, il y a eu beaucoup de travail autour de la mutualisation d'outils, d'aide à la tarification, des outils du RP, type gestion de stock, gestion de caisse, etc., qui ont été déployés en commun. Et puis, un enjeu qui nous anime beaucoup en ce moment, et on travaille avec plusieurs territoires régionaux pour essayer de mettre en place un catalogue régional et évidemment, pour répondre à tout cet enjeu de circularité des flux et de visibilité des matériaux et des flux. Donc ça, c'est quelque chose qui est en démarrage et qui nous prend du temps actuellement. Je l'ai dit, enfin, je l'ai montré tout à l'heure, en tous les cas, il y a cette question de l'offre de service et de visibilité de cette offre de service sur le réemploi, donc avec l'édition d'un annuaire qui est téléchargeable, avec toute l'offre de service de ces plateformes. Et puis, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, donc l'enjeu, il est aussi d'avoir une action politique. Et donc, c'est aussi à partir de ce réseau-là de construire des plaidoyers communs et de co-construire à des échelles nationales, régionales. Notamment, on a été pas mal contributif lors de la loi AGEC ou dans le cadre de plans d'action vis-à-vis des éco-organismes. Voilà, on va passer peut-être à la diapo suivante. Donc là, c'est encore une autre typologie d'action qu'on a pu mener depuis 3-4 ans et qui, là, sont plutôt de l'ordre aussi de stimuler toute l'offre sur le réemploi et d'accompagner ce changement de pratique et l'accessibilité des acteurs publics, mais aussi privés, à cette offre de réemploi. Donc là, on a beaucoup travaillé en partenariat sur ces problématiques-là, notamment avec Batilab, qui est l'équivalent d'Envirobat. Donc c'est ce qui fait partie qui est le réseau régional de bâtiments durables. Donc on a beaucoup travaillé avec eux. On a travaillé aussi avec Reseco, qui est un réseau d'achat responsable, d'achat public responsable en Bretagne, avec les CMA, CCI, etc. Donc, dans l'idée de vraiment de générer de la coopération, de créer des liens et aussi de contribuer à stimuler la demande. Donc, à titre d'exemple, on avait donc il y avait aussi un enjeu pour les acteurs du réemploi à se former à répondre à des appels d'offres et notamment en groupement, puisqu'ils ont vraiment des offres de services très complémentaires. Donc là, vous voyez sur la droite là, un ensemble d'actions ou d'illustrations d'actions qu'on a pu mettre en place avec la boîte à outils pour les acheteurs publics, des cycles de webinaires. Batilab mène actuellement, dans le cadre d'un partenariat, un cycle de sensibilisation et d'accompagnement sur 3 territoires métropolitains pour essayer, toujours dans cette même idée d'outiller et de sensibiliser, à intégrer les problématiques réemploi dans les marchés publics. Et puis, je l'ai dit, un gros enjeu pour nous, en tout cas, c'est important de générer de la coopération. Donc, évidemment, on favorise les liens entre l'offre et la demande via des journées d'interconnaissance, par exemple, qui sont organisées en lien avec nos partenaires.
Peut-être une innovation là, sur les enjeux de coopération. Il y a le développement d'un guichet unique du réemploi dans le Finistère qui est en cours à l'initiative de 4 structures du réemploi qui portent une offre de service sur le réemploi qui rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur nécessaire, l'ensemble des compétences. Et donc, l'idée, c'était bien de miser sur la complémentarité et de faciliter l'accès à cette offre-là pour les acheteurs privés et publics. Donc, c'est l'idée de se dire qu'il y a un guichet unique pour les acheteurs publics et privés. Donc, on est en pleine phase de développement. Sans doute que dans la gouvernance, il va y avoir des acheteurs privés et publics et le reste de la filière qui va être impliqué. Enfin, c'est vraiment en construction. Donc, ça, c'est c'est aussi l'idée de structurer ces coopérations-là et d'aller un peu plus loin que des coopérations ponctuelles en fonction des opportunités de chantier. Et puis, il y a toujours évidemment énormément de visites pour faire des ponts entre les entreprises du bâtiment et les plateformes du réemploi, mais aussi sur chantier, notamment organisés par Bâtilab, que ce soit des chantiers de dépose ou d'intégration pour faire des ponts et sensibiliser, accompagner la filière. Sur les études, alors, on a Bettina, porté. juste si on peut Oui, un tout petit peu accélérer oui, pour garder un petit temps de questions-réponses, parce qu'on a encore ok, Marie-Lise après qui nous présentera en Nouvelle-Aquitaine. Merci. ok, très bien. Eh ben, je vais aller très très court. Vous pouvez retrouver de toute façon les éléments qui sont téléchargeables dans le diaporama. Euh, Peut-être pour finir sur les actions, on porte depuis 1 an, là, on a vraiment renforcé le partenariat avec le réseau de bâtiments durables Bâtilab via un effet levier, là, puisqu'on a répondu à un AMI de Valobat, donc on a été lauréat. Et donc, ce qui renforce vraiment notre complémentarité pour essayer de stimuler, d'activer et de changer d'échelle sur ces filières-là. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Et pour terminer, euh, euh, l'idée, c'était de vous partager quelques éléments un peu conclusifs là, sur des facteurs de réussite, sans doute que vous connaissez, hein, mais en tous les cas, il y a cette idée de diversifier et de multiplier les cibles et les axes d'intervention et les partenariats pour essayer d'activer sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Euh, On croit vraiment qu'il faut se doter de compétences d'accompagnement au changement, puisqu'on est sur des processus qui vont de la sensibilisation à l'outillage jusqu'à la systématisation des pratiques, et puis des compétences d'animation participative et de coopération pour impliquer et les acteurs de terrain et générer de la coopération et du partenariat. Donc, c'est aussi des champs de compétences qui sont assez spécifiques sur le réalisme aussi par rapport à ces process qui sont des process de moyen et long terme, vous le savez, je pense tous, mais et donc c'est aussi être assez clair avec les partenaires qui nous suivent que bah, les résultats, ils ne sont pas toujours mesurables à très court terme. Très court terme. Voilà. Peut-être aussi l'enjeu, c'est aussi de s'autoriser à s'essayer et innover sans référence. C'est c'est vraiment le réemploi des matériaux est une filière un peu à exemple là-dessus puisque c'est assez récent et nouveau. Donc il y a aussi du tâtonnage et voilà. Vous pourrez retrouver toutes nos publications et nos ressources sur ce diaporama. C'est téléchargeable et voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. De toute façon, comme on a précisé dans le chat, vous aurez accès à ces slides-là et le webinaire est enregistré. Je laisse donc la parole à Marie-Lise Barrault. On est un petit peu en retard, mais on va y arriver, qui va nous présenter les différents projets qui peuvent mener en région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Merci Yona. Je suis Marie Barrault, donc chargée de mission économie circulaire au service déchets, économie circulaire de la Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, là, je vais vous présenter 3 initiatives qui ont été développées sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y en a d'autres, mais voilà, 3 initiatives principales et qui me semblent intéressantes de partager. Et je vais essayer de faire court, du coup, en 5 minutes pour qu'on se garde un petit peu de temps après. Donc, je vais vous présenter la démarche Refaire, démarche sur le réemploi de matériaux, une démarche territoriale
La brocante aux matériaux, autre démarche territoriale dans le cadre des démarches EIT, et la démarche notre GPV Rive Droite, qui apporte différents projets de réemploi de BTP. Voilà, on peut passer à la suivante. Et donc la démarche refaire avec un petit focus sur une illustration de plateforme physique avec la FAB que je vais vous présenter. Donc refaire, c'est une démarche territoriale portée par euh, différents acteurs. On a surtout une plateforme numérique qui propose de diffuser toutes les bonnes pratiques, de proposer la traçabilité sur différents matériaux, de faire des diagnostics sur différents matériaux. Tout ça sur des chantiers de déconstruction et de construction. On, Derrière cette démarche refaire, on a 23 projets récepteurs et 23 projets émetteurs qui ne sont pas forcément les mêmes et qui permettent sur les projets récepteurs, donc c'est la SPL, la Fabrique du Réemploi qui porte ces projets en tant qu'aménageur pour Bordeaux Métropole, c'est l'aménageur de Bordeaux Métropole, qui peut imposer dans son cahier des charges 5% de coûts de travaux qui est dédié au réemploi. Et grâce à ça, on a pu avoir 88 tonnes de matériaux réemployés sur les projets émetteurs. Voilà pour les résultats. Et on a différentes plateformes physiques. Donc là, on a une illustration des différents projets qui peuvent être portés derrière Refaire. Donc on voit qu'il y a vraiment une variété de projets très importante, tant dans les matériaux que dans les typologies de projets, dans la programmation. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont été développées. Dans les vignettes, les chiffres que vous pouvez voir en bas à droite des vignettes en bleu, c'est le taux de réemploi des matériaux sur le chantier. Et je vous présenterai donc la base du réemploi parce que c'est celui qui a présenté le plus fort taux de réemploi des matériaux et qui en plus est une des plateformes physiques de réemploi de matériaux qui propose des matériaux. Du coup, ce que propose cette plateforme numérique refaire/BM, donc comme Bordeaux Métropole, c'est de pouvoir proposer une recherche spécifique qui est ouverte aux acteurs locaux, avec des recherches par matériaux, par site de projet, par fournisseur, et après un inventaire de ressources. Ce n'est pas une marketplace, elle ne fait pas de vente en ligne, mais elle propose la mise en relation, c'est-à-dire les potentiels repreneurs manifestent leur intérêt, ils sont mis en relation avec celui qui détient le matériau et qui peut le proposer, et après il y a une mise en relation, et puis il y a une tractation qui est gérée entre les tiers. Et après, ils peuvent proposer un petit suivi de conception via la plateforme sur les projets émetteurs et les projets récepteurs. Donc, c'est vraiment cet objectif de plateforme numérique où dès qu'il y a un projet de déconstruction, les matériaux sont rentrés, sont qualifiés et il peut y avoir des artisans ou des constructeurs qui peuvent venir chercher cette typologie de matériaux-là. On passe à la slide suivante. Et donc, la base du réemploi qui est un projet qui illustre comment on peut réemployer des matériaux dans un projet de construction et qui est elle-même une plateforme physique de réemploi de matériaux et qui héberge la FAB, Flip et Solibad, des acteurs du réemploi des matériaux. Et donc, ça a été la réhabilitation d'un hangar commercial de 1500 mètres carrés qui a été fait par un collectif Cancan qui est particulièrement au fait des pratiques de réemploi et de matériaux. Que dire de plus? Il y a eu 53 tonnes de déchets valorisés sur ce projet et 22% du budget des travaux qui a été dédié au réemploi des matériaux. Donc c'est un des projets emblématiques en matière de réemploi des matériaux. On passe à la slide suivante. Et donc là, vous en avez une illustration, une image, base du réemploi, qui est à la fois un lieu de partage des connaissances sur le réemploi de matériaux. Il y a souvent
des manifestations en lien et des présentations de différents projets de réemploi. Un lieu de stockage de matériaux pour Solibat qui fait du réemploi de matériaux et un lieu de travail avec une partie locaux d'activité, vu que ça héberge des structures. Et donc, ça peut proposer une partie locaux d'activité et bureaux pour héberger différentes structures en lien avec l'économie circulaire dans le bâtiment. Voilà, je passe au deuxième projet, la brocante aux matériaux. Donc, c'est un projet qui a été porté dans le cadre du programme régional EITNA. Donc, c'est notre programme pour le développement de l'écologie industrielle territoriale en Nouvelle-Aquitaine. Et on avait une volonté de porter une action dédiée au réemploi des matériaux. Et on s'est dit, quoi de mieux que des animateurs de démarche EIT pour pouvoir porter ce genre d'initiative. Je vais passer à la slide suivante. Accélérer un petit peu. Donc, ce qu'on propose dans la brocante à matériaux, c'est une brocante matériaux itinérante. Les entreprises restent autonomes dans l'accueil et la vente de leurs matériaux. Ça peut être sur place chez elles, ça peut être sur un lieu qui est proposé où ils mutualisent différents matériaux entre vendeurs. C'était à la base surtout les artisans en fait qui venaient vendre leur surplus de stock, des commandes qui n'ont finalement pas été utilisées ou qui ont été voilà, qui ont eu des défauts qui n'ont pas pu être consommés sur leur chantier. Et petit à petit, sont venus se greffer à ça des magasins de bricolage qui viennent aussi proposer leurs invendus dans le cadre de brocante aux matériaux. Et voilà, comme je disais, c'est surtout des surplus de chantier qui via cette brocante, évitent après un stockage l'élimination. Et ça s'est fait donc sur différents territoires, mais ça peut être sur un périmètre de l'EPCI, parfois au département. C'est souvent coordonné via l'animateur de la démarche EIT, mais voilà, ça a différents périmètres. On passe à la slide suivante. Donc là, vous voyez les périmètres des différents territoires aujourd'hui qui portent des démarches aux matériaux. On a différentes dates sur le territoire. On a 6 brocantes qui ont été organisées entre mars et juin 2025. Et donc, on les réitère d'année en année en espérant que ça se développe petit à petit. Et tout ça est sur notre réseau d'économie circulaire, toutes les actualités sur le réseau Receta, si vous voulez plus d'infos sur le brocante matériaux. Et je vais passer au dernier projet. Ah non, pardon. Oui, pardon, je vais peut-être redire quand même la brocante matériaux, ce que ça a permis de faire. Ça peut inspirer. Ça a quand même accueilli 3200 visiteurs. On a eu 68 entreprises participantes et ça a permis un déstockage de 123 tonnes de matériaux. Donc, ça a quand même des résultats probants, surtout pour des démarches UIT qui parfois, voilà, on a besoin de résultats probants sur des démarches UIT en termes de volume et là, ça a permis de le faire. On peut passer à cette suivante et au dernier projet, donc celui du GPV Rive Droite qui travaille sur le réemploi des matériaux du BTP. Et qui coordonne différentes opérations pilotes. Donc le GPV, c'est ces communes-là, ces 4 communes-là qui sont en rive droite de Bordeaux, comme son nom l'indique. C'est un groupement public d'ingénierie territoriale. On peut passer à la slide suivante, qui s'occupe notamment d'économie circulaire. C'est un territoire qui a un renouvellement urbain très important. Il y a 5 grandes opérations de rénovation urbaine, forcément qui implique beaucoup de déconstruction et de reconstruction. Donc 900 logements démolis, 3000 logements réhabilités, 1500 logements construits. Donc c'est un gisement de ressources potentielles de 920 000 tonnes de matériaux générés par les opérations. Donc un beau terrain de jeu pour essayer de se faire la main sur le réemploi. Et les besoins en ressources pour les nouvelles constructions, c'est 25 000 nouveaux logements sur les 20 prochaines années. On peut passer à la slide suivante. Donc, la démarche de réemploi dans le BTP a été lancée en 2020 dans le cadre de la démarche EIT que portait le GPV Rive Droite. L'idée, c'était de le faire surtout dans le cadre de opérations renouvellement urbain naturellement et de porter ça sur 3 volets, la démarche de réemploi, le volet étudié, le volet expérimenté et le volet facilité. Et là, je vais vous détailler un peu, vous illustrer ce qui a été fait sur ces différents volets-là. Donc sur la partie étudiée, comment est-ce qu'on peut mettre en place le réemploi? Il y a eu un diagnostic fait par le GPV des flux entrants et sortants. Donc on voit que essentiellement on a des terres excavées à 59% en flux sortants.
On a ensuite du béton essentiellement, 70%, ensuite de l'enrobé, donc autant de matériaux qui peuvent être utilisés sur des chantiers de BTP. Et dans la répartition des gisements entrants, on voit qu'on a 67% de béton entrant sur les gisements entrants. Donc voilà, c'est comment faire matcher les flux sortants et entrants. Et en tout cas, si on ramène les volumes, euh, on a un besoin de 1240 000 tonnes de matériaux, là où on a, sur les 10 prochaines années, euh, 2 fois plus de besoins que de ressources. Donc malgré tout, même si on intègre tout le réemploi, il y aura quand même besoin de matériaux neufs. Mais l'idée, c'est de pouvoir réemployer au maximum pour diminuer la consommation de ressources. Passer à cette suivante. Du coup, en termes d'expérimentation, le GPV coordonne différentes maîtrises d'ouvrage avec des AMO qui sont spécialisés dans l'économie circulaire comme NeoEco. Il y a eu 11 opérations pilotes qui ont été accompagnées par le GPV Rive Droite. Certaines avec Aquitanis, d'autres avec Bordeaux Métropole et d'autres avec Mésolia, qui est un bailleur social si je ne me trompe pas. L'AMO économie circulaire est là pour pour faire la réalisation de diagnostics ressources, le sourcing des matériaux, écrire les pièces marché et suivre et accompagner les entreprises sur les chantiers. Et j'accélère encore, je vois que les 10 heures. Allez-y, sur la station. Donc là, une petite illustration de ce qui est proposé. Donc on voit que ces acteurs-là sur notre territoire travaillent en lien, utilisation de la plateforme Refaire par le GPV Rive Droite pour proposer le réemploi des matériaux, organiser des ateliers de synergie entre maîtrise d'ouvrage pour l'échange de matériaux et pour que ça matche. On peut passer à celle suivante dans le cas de l'expérimentation. Et dans le cas de la facilitation, proposer des techniques de réemploi, proposer des cycles de conférences et proposer des programmes de sensibilisation. Et enfin, sur la dernière slide, je crois qu'il y a une petite illustration voilà, de catalogue de matériaux de réemploi et coproduits pour faciliter en fait le sourcing, montrer les caractéristiques techniques qui peuvent être utilisées, qui peuvent être présentées par des ciments bas carbone et comment ils peuvent être intégrés dans les marchés. Slide encore suivante. Des guides juridiques également ont été réalisés par le GPV Rive Droite sur le réemploi des matériaux de construction, tout ce que ça implique de manière juridique, assurantielle, etc. Encore slide suivante. Et une illustration d'un chantier de réemploi. Donc là, c'est un collège Ellul qu'on avait visité avec l'INEC qui a fait l'objet d'une déconstruction et reconstruction dans le cadre d'un chantier temporaire. Et donc là, on voit voilà, un petit aperçu des images de dépôts soignés et après du travail de stockage avec l'importance du lieu de stockage pour pouvoir organiser ensuite la réutilisation de ces matériaux dans le cadre du chantier de reconstruction. Voilà très rapidement une illustration, sachant que les porteurs du GPV Rive Droite et de la Banque Anto Matériaux, normalement, sont également là pour pouvoir répondre aux questions s'il y a besoin sur ces projets. Merci beaucoup, Marie-Lise, pour l'effort de rapidité sur ces 3 projets. C'était pas facile à briefer. Mais il me semble en plus que niveau intervenant, vous avez répondu dans le chat à toutes les questions posées. Donc, n'hésitez pas là si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat. J'en profite juste pour vous parler d'un événement construction qu'on va organiser en partenariat avec la métropole du Grand Paris et bien sûr dans le cadre du projet Life Ways to Build le 8 juillet 2025. Donc ça arrive très bientôt et qui sera à Paris avec des tables rondes, des échanges, des pitchs. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations là-dessus. Et petit point aussi agenda sur les webinaires qui nous restent pour cette année. On se retrouvera à la rentrée sur un webinaire dédié à la commande publique et bien sûr un dernier webinaire 2025 pour faire un peu un bilan du projet LIFE. Peut-être la seule question que je vois, Marie-Lise, si tu es encore avec nous, c'est la disponibilité des guides sur GPV, mais il me semble que le GPV a un site internet, ils doivent être dessus. Tout à fait. Si Oriane est parmi nous, je le laisse. Oui, Oriane est en train de répondre. répondre en effet. Ok, super. Donc oui, tout ça pourra être
enfin, on pourra reprendre contact s'il y a besoin de les diffuser, mais a priori, je crois qu'ils seront, voilà, elle a dit, ils sont édités en septembre. Voilà. Super. Eh bien, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas encore si vous avez des questions par mail, je les relayerai avec plaisir. Et comme précisé, vous aurez accès aux slides et au replay du webinaire. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt pour parler construction circulaire. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci.